Donc, pour cette fin d'après-midi, on accueille donc Gilles Tiberghien. Il est maître de conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, depuis de nombreuses années, il creuse de nombreux chemins de pensée, mais disons, condenser les choses, que sa philosophie arpente fondamentalement les grands champs de l'art et de la nature. Et il les tresse ensemble. Et donc, ce n'est pas un hasard s'il est spécialiste du land art, ou des land art. Il a aussi dirigé la collection Art et Esthétique entre 1996 et 2004. Et il est membre du comité de rédaction des cahiers du Musée d'Art moderne et co-rédacteur en chef avec Jean-Marc Bess des Carnets du paysage. L'année dernière, il a publié Le paysage est une traversée. Et donc, en plus de tout cela, il a beaucoup de cordes à son arc, mais il a aussi fait tout un travail de traduction de philosophes italiens, comme les ouvrages d'esthétique du phénoménologue Luigi Parésone. Alors, outre ces deux grands thèmes, il s'est aussi penché sur les questions de l'affectivité et de l'amour, avec justement son ouvrage Aimer, dont j'ai parlé tout à l'heure dans la communication. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'intervenir sur écrire, lire, raconter l'émotion à travers le discours. Donc, je te cède la parole, Gilles. Merci Aurélien, merci de cette invitation. Je tâche de faire quelque chose sur ce thème qui m'intéresse depuis longtemps, par rapport à la lecture, et scruté un peu par les autres. Mais sans parler, je vais présenter la chose. Donc, écrire, lire, raconter l'émotion à travers le discours. Écrire, lire, raconter, ce sont des activités qui ont recours au langage, mais auxquelles on ne pense pas toujours comme à des activités physiques, à l'exception de la dernière d'entre elles, raconter, qui engage souvent une gestuelle, si sobre soit-elle, et qui caractérise bien chacun, assez repérable, pour ne pas dire prévisible, quand on connaît un peu les locuteurs. Alors, je ne m'étendrai pas beaucoup sur l'écriture. Le sujet mériterait peut-être à lui tout seul une intervention spécifique, mais si certains de ces processus sont assez comparables à ceux de la lecture, à certains égards, il faudrait lui accorder un développement particulier. Mais quand même quelques mots. On sait qu'écrire implique des attitudes corporelles assez variées, des façons de tenir son stylo ou son crayon, dont certains peuvent être surprenantes spatialement, des contorsions singulières scrutées par des graphologues et des orthophonistes. Écrire, donc, c'est au fond toute une histoire collective d'abord, qui se rejoue dans les lettres que nous formons et qui renvoie à un patrimoine culturel dont nous n'avons pas conscience, mais individuel aussi, qui récapitule en quelque sorte nos années d'apprentissage, ayant décidé de notre signature personnelle. Une évolution là qui peut se faire assez progressivement, puisqu'il n'est pas rare que l'écriture de quelqu'un puisse changer même après sa 20e année, en s'inclinant par exemple davantage à gauche ou à droite. Mais il y a aussi les conditions matérielles de l'écriture qu'il faudrait scruter. Les lieux, comme le bureau, la chambre, la salle d'examen, le train, l'environnement, bruyant ou silencieux, les outils employés, le crayon, la plume, le stylo-bille, la machine à écrire ou l'ordinateur. Et la question que je me suis souvent posée, c'est en quoi ces conditions modifient-elles notre pensée? En quoi ont-elles une incidence sur elle, dans la mesure où à chaque fois le corps est disposé différemment? Frédéric Kittler, dans Gramophone, film Typewriter, qui est traduit en français, s'était interrogé là-dessus, relevant par exemple que Nietzsche était le premier philosophe à utiliser la machine à écrire, qui n'était pas sans conséquence selon lui sur sa façon de penser. Les instruments que nous utilisons pour écrire influencent aussi nos pensées, écrivait Nietzsche à Peter Gast. La machine à écrire, il y a tout un développement chez Kittler sur la machine à écrire autour de Nietzsche et d'autres. La machine à écrire, en standardisant le mot et la lettre même, rompait ainsi le lien entre l'écriture et le corps, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de composition. Et Nietzsche, extrêmement myope et souffrant de terribles migraines liées à sa mauvaise vue, acheta une machine à écrire en 1882, à partir de laquelle il écrivit essentiellement un aphorisme. Alors, on peut développer
autour de ça, mais je ne le ferai pas. Alors, on peut citer aussi le cas de Kerouac, écrivant en 1951 « On the road », sur la route, sur un rouleau de papier calque ajointé de 36,50 m. Ça m'a pris 21 jours pour taper sur la route, déclarera Kerouac. Et Truman Capote, commentant cette phrase, dira « Ce n'est pas écrire, c'est taper à la machine ». Mais comme écrit Philippe Alain Michaud dans le catalogue de l'exposition Beat, qui avait lieu au Centre Pompidou il y a quelques années, c'est aussi transformer l'écriture en expérience extatique. L'écriture est pensée et vécue comme une mélopée de jazz. Et encore Philippe Alain Michaud, le texte porté par la mécanique des touches se déroule sans rupture, à la manière d'une route ou d'un rail analogique, sur lesquels régulièrement vient se dresser la silhouette de Dean Moriarty et El Cassidy, comme une allégorie de l'écrivain voyageur porté par l'énergie de la musique. Mais écrire n'est pas un acte neutre, ou disons, ce n'est pas simplement une activité d'inscription graphique. L'écriture a une valeur de sismographe, qui dit toujours quelque chose de nos émotions, nous découvrons parfois à nous-mêmes la nature de celle-ci. Or, Sartre, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, parlera de l'émotion comme d'une conduite dont le sujet n'est pas nécessairement conscient sur le mode réflexif. Donc, je vais vite là-dessus. La peur, par exemple, dit-il dans l'esquisse d'une théorie des émotions, n'est pas originellement conscient d'avoir peur, pas plus que la perception de ce livre, mais conscient de percevoir ce livre. Et d'en conclure que la conscience émotionnelle est fondamentalement irréfléchie, étant d'abord conscience du monde. Alors, même si l'émotion semble s'éloigner progressivement de ce qui l'a provoquée, comme pour se nourrir d'elle-même, elle revient en fait à chaque instant sur l'objet et s'y alimente, dit Sartre. On est aveuglé par la colère, certes, mais on n'oublie pas quel en est le prétexte ou l'objet même, si celui-ci semble totalement absent dans les manifestations désordonnées de cette colère. En un mot, dit Sartre, toujours dans l'esquisse, le sujet ému et l'objet mouvant sont unis dans une synthèse indissoluble. Sartre, pour mieux affirmer ce caractère irréfléchi de l'émotion, examine plus avant la colère. Certes, je peux m'énerver contre quelqu'un ou contre quelque chose, je mérite de ne pouvoir réussir une certaine action, et n'y parvenant pas, je finis par me mettre en colère. Bon, ces choses ont été examinées ce matin, donc je ne vais pas y insister. Mais pour Sartre, on ne peut envisager l'émotion comme un moteur à deux temps. La conscience passe d'une attitude irréfléchie face au monde à une réflexion sur nous-mêmes qui nous déciderait à agir. On peut et on doit même parfois réfléchir avant d'agir. Mais, dit-il, une opération sur l'univers s'exécute le plus souvent sans que le sujet quitte le plan irréfléchi. Ainsi, ce n'est pas parce que j'écris et que j'ai l'habitude de le faire que je n'en ai pas conscience. Écrire alors est un acte conscient, même s'il n'est pas conscient de lui-même. Et le fait d'écrire est une structure actuelle de la conscience, dit Sartre. Existe alors le fantasme de l'écriture automatique, vous pourrez revenir dessus. Écrire, c'est donc prendre une conscience active des mots qui naissent sous la plume, comme dit l'expression. Si bien que l'écriture actualise des potentialités à venir, dont l'existence n'est pas certaine, quoique probable. Et les mots mènent la danse, en quelque sorte. Ce sont eux qui exigent d'être écrits. Sartre dit même, je le cite, qu'ils tirent et conduisent ma main, tout en précisant qu'ils ne sont pas non plus de petits démons vivants et actifs. Ils ont, dit-il, une exigence passive. Ces mots inertes sont des potentialités devant être réalisées. Ainsi, n'est-il pas besoin d'être une conscience réfléchie pour agir, et même au contraire, mieux vaut souvent ne pas l'être pour cela. Ce qui ne signifie pas que j'agis sans conscience, mais que si j'en ai une, ce n'est pas une conscience positionnelle de soi. J'agis en traversant en quelque sorte ce mode réflexif, et j'atteins le monde à travers elle, comme à travers un filtre transport. Les possibles du monde sont limités, et je fais vers chacun d'eux un choix immédiat. Ce sera tel mot plutôt que tel autre, au carrefour des mots possibles, que je peux utiliser, par exemple le mot apprendre plutôt qu'enseigner ou instruire. Et on l'a évoqué ce matin, ce choix est difficile, dit Sartre, ou plutôt c'est le monde qui l'est. Cette phrase a été citée par je ne sais plus qui. Car cette notion de difficulté n'implique aucune réflexivité. Elle est une qualité du monde sillonné de routes et de chemins, ce que, après Kurt Lewin, dont on a parlé aussi, Sartre appelle un espace odologique. Alors, cet espace odologique m'a beaucoup intéressé comme travailleur sur le paysage, parce que Kurt Lewin a développé ça
à partir d'ailleurs d'expériences qu'il avait faites pendant la guerre de 14, voyant comment les soldats allaient au front. Il a développé tout un ensemble de réflexions sur le but, le projet, la manière. Et l'espace ontologique, on le voit revenir chez Sartre, chez Heidegger, chez d'autres auteurs, bien sûr chez Merleau-Ponty, mais aussi chez un auteur qui était un théoricien du paysage, qui s'appelle John Brinker Jackson, qui a développé comme une discipline qu'il appelait odologie. Quand j'ai rencontré ça, j'avais complètement oublié que Sartre parlait de ça. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que l'odologie? J'en parlais des paysagistes, personne ne savait. Et en fait, c'était juste lui et Jackson, qui était quelqu'un de cultivé, qui savait de quoi il retournait et qui l'a importé dans le domaine de la théorie du paysage. Donc l'odologie, c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin, que j'ai popularisé avec mon ami Jean-Marc Bess, pour réfléchir à ce que le paysage peut être à partir des routes et des chemins, d'une différenciation d'ailleurs entre routes et chemins, etc. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je le dis en passant parce que c'est un concept au fond intéressant aussi dans d'autres domaines qu'on peut exporter ailleurs, ce que je me suis un peu lié à faire. En tout cas, c'est là qu'il faut se souvenir que Sartre assimile, comme on l'a évoqué aussi, la conduite émotive à une conduite magique. Alors, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, ça a été fait, mais ça découle directement de ce que je dis de l'idéologie, parce que quand nous avons le sentiment que tous les chemins sont trop difficiles à emprunter, ou même qu'ils sont complètement barrés, on a dit, la conscience pouvant changer le rapport des choses entre elles, et ne pouvant transformer l'objet dont elle est conscience, se transforme elle-même. Alors, c'était très bien décrit ce matin, cette double façon d'agir, soit empirique, soit magique. Mais justement, magique, c'est là qu'intervient cette conduite que Sartre décrit avec l'exemple de l'animal féroce en face duquel je me trouve et que je fais magiquement disparaître en m'évanouissant, ne pouvant rien changer objectivement à la situation. Cette notion de magie, d'autres l'ont signalé, n'a rien à voir avec la conception anthropologique de la magie telle qu'on pouvait la trouver chez Durkheim ou chez Lily-Brûle. La référence est plutôt à chercher du côté d'Alain, dans son livre Les dieux. Dans la vie d'enfance, écrit Alain, les choses paraissent réellement par les mots. Le serviteur d'abord, puis les services, les clés, les portes, le jardin, le jouet, le biberon. Ce sont les mots qui suscitent notre imagination, dit Alain, qui se referment en elle-même sur elle. S'il essayait de saisir, je le cite, ce vrai de l'imaginaire qui n'est rien. Car ce dessous de la vision, cette énigme de la vision, c'est toute la vie. Alain a alors une très juste définition. Qu'est-ce que l'émotion, dit-il, demande-t-il. C'est en bref une préparation du corps humain et bientôt une manière d'agir qui revient à recommencer dans l'attente d'un objet les mouvements que l'on ferait s'il était présent. Ce qui se passe en effet dans l'exemple du bâton et du serpent qu'il évoque à un moment donné. Je me promène dans la forêt, c'est le soir, l'obscurité, j'ai peur, je suis crispé et tout d'un coup, je vois là par terre quelque chose comme un serpent. En fait, non, c'est un bâton. Et c'est parce que je m'attends à voir un serpent que je vois le bâton comme un serpent. C'est exactement cette façon qu'a le corps à un moment donné d'appréhender la chose qui produit la disposition de l'esprit à voir un serpent où il y a un bâton. Ce qui se passe dans l'exemple l'enfance, dit Alain, toujours, est hantée par la peur, sans objet. D'où, selon lui, l'idéal de l'enfant qu'il appelle le courage sans objet. Mais leur vaincre la peur, dit-il, dans les dieux, c'est vaincre tout. La magie est ainsi dans l'enfance une puissance qui ouvre, tout en commandant par le signe. Utiliser la magie, c'est faire le signe comme il doit être, abstrait et pur. Mais ce que relève Alain, c'est que la dialectique propre à l'enfance va toujours de l'abstrait au concret, du mot à la chose, du geste à l'action. D'où l'importance du langage dans les jeux de l'enfant. La magie montre Alain, dans un autre de ses livres, Les idées et les âges, et le règne de l'enfance, où nous agissons sur les choses à distance et où il nous suffit de les désigner pour qu'on nous les apporte. Ceci est au fondement de ce qu'il entend par romanesque. L'enfant, écrit-il, est d'abord romanesque parce qu'il ignore d'abord tout à fait comment la nécessité extérieure est dominée, comment la vie est assurée. Et ce qui est surtout romanesque, c'est de croire à la puissance de nos idées et au pouvoir des mots. Et c'est cela qui guide le lecteur et la lecture, ce dont Sartre se souviendra aussi.
on pourrait développer des rapports entre Alain et Sartre, ça a déjà été fait ailleurs, mais je le signalais à propos de l'écriture. Maintenant, je passe au deuxième point, qui est la lecture. On peut s'attarder donc sur cette activité particulière qu'on appelle la lecture. Les descriptions classiques ne se soucient guère du corps du lecteur, si ce n'est comme un élément de distraction, comme une représentation. Qui parle de lecture, le plus souvent, parle de ce qu'il a lu, de ce qu'il a ressenti ou pensé, le livre une fois refermé. Mais de la lecture à livre ouvert, le volume posé à plat sur une table, tenu entre ses mains, à la lumière du jour ou sous la lampe du bureau, dans le train ou sur son lit, debout, à voix haute ou silencieuse, allongé dans son bain. De cette lecture-là, dans le moment même où elle sollicite de notre corps certaines positions particulières, on ne parle pas. Il y a quelques exceptions, mais qui sont surtout le fait d'écrivains, comme, je prends l'exemple de Marianne Alphand, qui, dans Petite Nuit, se souvenant elle aussi des livres qu'elle a lus, décrit, je la cite, des positions toujours changeantes, à genoux devant un canapé, au volant d'une voiture, dans un embouteillage, sous le toit d'une mansarde de la rue Michel-Ange, en descendant vers la gare, à la terrasse d'un café en Italie, sur la plage, sous la tente, dans une chambre d'hôtel à Épinal. Mais tout se passe autrement, comme si, tout compte fait, l'important est qu'au-delà de l'espace et du temps, les objets au moyen desquels nous communiquons ordinairement avec les autres, la lecture, nous permettent d'entrer en contact avec le monde intemporel et immatériel des esprits. Mais que faisons-nous lorsque nous lisons ? Rien d'autre, à première vue, que déchiffrer des caractères d'une certaine couleur, manuscrits ou imprimés, sur une surface plus claire ou plus sombre, le plus souvent d'une autre couleur. Nous savons pourtant que notre esprit ne se borne pas à percevoir ce qu'on appelle des mots ou des signes, mais qu'il les traverse en quelque sorte, projetant à travers eux dira Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, projetant à travers eux une forme synthétique dont chaque phrase ne sera plus qu'une fonction partielle, le thème, le sujet ou le sens. Nous voyons et nous inventons en même temps. Nous percevons un objet et nous inventons une œuvre suivant le souhait implicite de son auteur. Si bien qu'en lisant, le lecteur a conscience, dit Sartre, de dévoiler et de créer à la fois, ou comme il le dit ailleurs, de dévoiler en créant et de créer par dévoilement. La conscience que nous prenons du monde est hybride, ni signifiante ni imaginante, puisque les mots jouent en même temps le rôle de représentant et de signe. C'est que si l'on prend l'exemple du roman, ces mots signifient non seulement une certaine réalité, mais me font voir quelque chose. Ainsi, ce que j'apprends en lisant n'est ni de l'ordre du concept, ni du domaine de l'image. Un objet, n'importe lequel, a pour moi une certaine opacité. Il faut, on sait bien, en faire le tour pour savoir ce qu'il est. Et une idée, en revanche, est immédiatement dans mon esprit telle qu'en elle-même. C'est le classique de ça. Si les images, alors de la lecture, sont comme contaminées par un savoir, néanmoins, on peut dire que ce que j'apprends en lisant est un savoir dégradé en images, selon l'expression de Sartre. Je lis un roman, dit Sartre, dans l'imaginaire. Je le cite. Je m'intéresse vivement au sort du héros qui va s'évader de prison, par exemple. J'apprends avec beaucoup de curiosité les moindres détails de ses préparatifs de fuite. Pourtant, les auteurs sont d'accord pour faire remarquer la pauvreté des images qui accompagnent ma lecture. De fait, la plupart des sujets en ont fort peu et de très incomplètes. On devrait même ajouter qu'elles apparaissent en général en dehors de l'activité de lecture proprement dite. Lorsque, par exemple, le lecteur revient en arrière et se rappelle les éléments du chapitre précédent, lorsqu'il rêve sur le livre, etc. Bref, les images apparaissent aux arrêts et aux ratés de la lecture. Fin de citation. Autrement dit, je vois des images quand je ne lis pas, ou quand je cesse de le faire, quand je lève les yeux de mon livre, que je me mets à rêvasser ou à réfléchir. Si je replonge dans ma lecture, je ne dispose pas d'images que je puisse clairement identifier. Tout d'ailleurs le problème de l'adaptation cinématographique du roman, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit quand on propose ces adaptations ? Ce serait développé. À mesure que progresse l'intrigue, en effet, j'apprends un certain nombre de choses. Sur le héros, par exemple, sur sa physionomie, ses qualités intellectuelles ou morales, son entourage, son milieu social, son passé, etc. Ce savoir diffus, enveloppant, fait masse, se presse derrière chaque mot que je lis et l'infléchit en retour, l'intégrant comme un élément supplémentaire dans un ensemble de significations.
Si pour ça je suis conscience avant tout, entre guillemets, je ne suis pas pour autant pur esprit. Et c'est dans cela que sa conception de lecture diffère de la conception que j'appelais classique. Mon corps est bien toujours là lorsque je lis, même si j'en ai une conscience non positionnelle. Je peux avoir faim, avoir mal aux yeux, la douleur est diffuse et tout comme mon corps, elle est la matière translucide de la conscience. C'est son expression centrielle, ou comme il dit encore dans L'être et néant, elle est la contingence propre de l'acte de lecture. Et il expliquait plus loin, je cite Sartre, notons d'abord que si absorbé que je puisse être par ma lecture, je ne cesse pas pour autant de faire venir le monde à l'être. Mieux, ma lecture est un acte qui implique dans sa nature même l'existence du monde comme fond nécessaire. Corrélativement, mon corps ne cesse d'être indiqué par le monde comme le point de vue total de la totalité mondaine. Mais c'est le monde comme fond qui l'indique. La conscience de lecture est donc ce type particulier de conscience pour laquelle le corps et le monde sont bien toujours présents. Mais ce corps, la conscience n'en est en rien affectée dans son opération même. Il faut que tout à coup un déplaisir ou une douleur quelconque cesse de devenir supportable, c'est-à-dire cesse d'être maintenu en lisière, ce qu'on pourrait appeler le silence étouffé des organes et des sens. Il faut donc que ce déplaisir ou cette douleur apparaisse pour que ma conscience soit comme subvertie. Et pour qu'elle prenne à ce moment-là cette douleur pour objet. Et alors je cesserai de lire. Si la douleur intervient dans le moment de ma lecture, c'est comme sous-jacente à celle-ci, comme une matière translucide, pour reprendre l'expression de Sartre. Ma conscience en lisant, et par un mouvement de fuite en avant, l'ensemble des significations qu'elle poursuit dans l'acte de lire, dépasse sa douleur vers une conscience ultérieure qui serait vide de toute douleur. Explique ça. Il admet bien alors que mon univers en est affecté, que ma lecture se fait fébrile ou inquiète, mais ce n'est au fond ni plus ni moins qu'une gêne, comme celle produite par les secousses d'un autobus sur une route mal entretenue. Alors ce corps que je ne cesse pas d'être lorsque je suis assis dans tel fauteuil, là je cite Sartre à nouveau, à 3 mètres de la fenêtre, dans des conditions de pression et de température données, ce corps est néanmoins pour Sartre un corps psychique, qui est comme une vitre à laquelle je regarde le monde. Que cette vitre se pacifie sous le coup d'un choc ou à l'occasion d'une blessure, ou même d'une sensation agréable, et c'est alors que j'en prends conscience comme telle. Quoi qu'il en soit, la conscience pour soi conservera sa transparence. Si bien que pour Sartre, on est finalement, et malgré qu'il en est, dans une sorte de dualisme de l'âme et du corps. On retourne à ce dualisme et qu'on peut traquer d'ailleurs souvent dans cette philosophie. Je me suis employé à le faire avec la métaphore du crustacé qu'il utilise très souvent et qui, pour moi, est caractéristique de cette façon de faire retour. D'ailleurs, Sartre, dans ce texte cité plus haut, ne parle que de la douleur, c'est-à-dire de ce qui, passé à un certain degré d'intensité, exclut toute lecture possible. Alors, s'il n'est pas dit que dans la lecture, la douleur soit seulement à dépasser, il faudrait aussi tenir compte du plaisir qui s'immisce plus insidieusement dans certaines opérations mentales. Pour cela, il faudrait scruter plus attentivement l'intimité de la lecture, en saisissant l'esprit à l'œuvre, noué dans son corps, fondu dans sa chair, comme la surface sensible sur laquelle résonne et s'inscrit le réseau des significations. Sans parler de ces lectures qui nous touchent sensuellement, nous émeuvent physiquement en nous faisant serrer les mâchoires ou en tirant des larmes. Car les mots que nous lisons sont des échardes vives, en quelque sorte, glissées sous notre peau, piquant et repiquant entre le dehors impalpable et le dedans invisible, une sorte de lacet de correspondance. L'illusion commune, bien sûr, est de croire que les mots servent à exprimer les idées comme l'éponge exprime l'eau qu'elle contient. Ainsi, le signe s'effacerait tout entier au profit de la chose signifiée. On peut ainsi postuler la possibilité d'une totale adéquation entre les mots et les concepts et nourrir le projet de créer une langue universelle, comme on sait. Mais on sait bien que c'est là une vision naïve du langage que l'on retrouve dans certaines conceptions de la traduction. Une vision qui postule un sens vrai auquel les langues chercheraient à se conformer avec plus ou moins d'adéquation.
comme si horse et cheval disaient la même chose, leur référent étant le même, ou pour radicaliser encore, table en français et table en anglais, puisque leur racine latine est commune et qu'ils semblent identiques. Mais précisément, l'histoire de ce mot est différente dans les deux langues. Et si mince que soit cette différence, ce n'est tout compte fait pas le même mot. Ainsi, prenons l'exemple de la phrase anglaise « The man I love », que nous traduisons par « l'homme que j'aime », Merleau-Ponty, dans La prose du monde, récuse l'idée que le français sous-entende le relatif. Car, dit-il, il n'y a que des sous-entendus dans une langue, quelle qu'elle soit. L'idée même d'une expression adéquate, celle d'un signifiant qui viendrait couvrir exactement le signifié, celle enfin d'une communication intégrale, sont inconsistantes. Il en est de la pensée comme de la fiction. Son étude, si difficile soit-elle, demande de nous absorber dans ce que nous lisons. Le texte semble dès lors nous vampiriser, à moins que ce ne soit nous qui ne tentions d'en extraire la moelle et de nous en augmenter. Dans un cas comme dans l'autre, ces images sont fausses, parce qu'elles donnent l'idée que le sens gît quelque part sous l'écorce des mots, un sens que la lecture nous permettrait de décortiquer en quelque sorte. Or, lire, c'est découvrir le phrasé de la pensée, ce mouvement particulier au moyen duquel elle s'expose à elle-même et au lecteur. En se formulant, la pensée s'accomplit et produit chez celui qui la saisit ou la comprend un sentiment d'accroissement. En lisant, j'occupe un autre lieu que le mien, un corps différent de celui que ma contingence fascine. C'est le même, certes, mais c'est aussi un autre, sans être tout à fait celui de l'autre, avec lequel je pourrais désirer me confondre. La pensée, si abstraite soit-elle, est-elle aussi soumise à ce processus? Alors, je vais développer d'ailleurs ce qu'on a été la lecture philosophique, mais pour moi, c'est pas du tout différent, en fait, hein, si on regarde spécifiquement ce que c'est que lire philosophique. Toute lecture est un tremblé, un déplacement imperceptible et simultané entre deux lieux, entre deux états. Le lecteur est à la fois ici et là-bas, absent et présent. La lecture me transforme et le monde avec moi. J'éprouve cette transformation avec une joie qui manifeste que je ne la subis pas, mais que j'y participe au contraire activement. La figure du monde absent, la lecture me la restitue comme une présence supérieure augmentée d'un plus fort coefficient d'être. Lire alors, ce n'est pas se dégager de la contingence pour saisir un monde pur d'idéalité, mais au contraire, c'est s'enraciner dans cette contingence même, la ressaisir comme le centre de ma réflexion. Parce qu'il est évident, comme le dit Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible, qu'il faut voir ou sentir de quelque façon pour penser que toute pensée de nous connue devient une chair. D'où la nécessité d'accepter un certain brouillage des sens, pour mieux comprendre sans doute. Troisième moment, la parole. C'est au fond la même chose que dira Merleau-Ponty en distinguant l'usage empirique du langage déjà fait de son usage qu'il appelle créateur. Que la parole, celle qui se crée à tout moment quand nous parlons, n'est au regard de l'usage empirique que silence. Le langage exprime autant par ce qu'il ne dit pas que par ce qu'il dit. Une phénoménale, la parole, encore Merleau-Ponty, je le cite, la parole ne choisit pas seulement un signe pour une signification déjà définie, comme on va chercher un marteau pour enfoncer un clou ou une tenaille pour l'arracher, elle tâtonne autour d'une intention de signifier qui ne se guide pas sur un texte qui justement est en train d'écrire. C'est dans le signe, plus spécifiquement dans la prose du monde. Alors, une phénoménologie de l'oralité spontanée devrait d'abord partir de là. Que se passe-t-il en effet quand nous improvisons un discours, une intervention devant un public, si restreint soit-elle? Quand nous commençons, nous savons en gros ce que nous allons dire. Oui, mais jusqu'à quel point? Il peut se faire, par exemple, que nous répondions à brûle-pourpoint à une mise en cause ou que nous prenions, sans avoir prémédité, la défense de quelqu'un qui est attaqué devant nous. Dans ces cas-là, notre intervention se nourrit de ce que nous venons d'entendre et par une sorte de tri spontané, nous choisissons parmi les arguments avancés ceux sur lesquels nous allons prendre appui. Comme des rampes auxquelles se tenir, nous saisissons dans ce qui a été dit les éléments de ce qui va nous servir à ce que nous allons dire. L'enthousiasme, l'indignation, la colère,
le sentiment d'injustice nous ont soudain poussés à parler. Rien ne nous assure que nous allons y parvenir, mais nous sommes comme portés par un élan qui nous précède et à la suite duquel nous assemblons les mots que nous découvrons en même temps que nous les prononçons. Pas de brouillon, pas de notes non plus, juste quelques traits mémorisés. Mais il peut se faire aussi que nous ayons inventé totalement les mots que nous sommes appelés à dire. Ce n'est plus un écho ou une reprise, c'est une construction qui se fait dans le vide. Une sorte de château de phrases ébauchées dans les brumes de notre intelligence. Rien de plus périlleux, car à chaque avancée, nous pouvons glisser et nous rompre le cou. En tout cas, l'impression que nous avons dans cet exercice difficile, qui ressemble un peu à ce que l'on fait lorsque l'on cherche à se tenir en équilibre sur le dos d'une vague. Ce mouvement de la pensée que nous accompagnons ainsi est proche, en effet, de celui, en tout cas me semble-t-il, de la phrase déferlante telle que l'a décrit Julien Gracq dans son livre sur André Breton. Voilà comment il l'introduit. Dans le début de la phrase, dit Gracq, le mouvement de la pensée que guide ou que reproduit, peu importe la syntaxe, apparaît comme un pur surgissement. C'est toujours une espèce de coup de vent, une liberté extrême qui dépend que nous surmontions le vertige d'inertie. Bonne citation. Et c'est vrai que nous écrivions ou que nous parlions, ce vertige est palpable. C'est pour vous, mais quand on commence à écrire, il y a ça. Vous allez commencer à écrire quelque chose, vous êtes pris dans cette sorte de vertige. C'est après que ça va changer. Donc, ce vertige est palpable, c'est celui d'un vide qui s'ouvre grand, comme un appel d'air qui nous attire et que nous redoutons en même temps. On parle alors de ce creusement comme un moule encore vide, doué d'une force de succion, sur le magma verbal, et qui se produit à l'annonce de la phrase. Pour mieux faire comprendre ce qu'est cette phrase déferlante, dont la description me semble assez comparable phénoménologiquement à celle de l'improvisation orale, Gracq oppose ce qu'il appelle la phrase conclusive, c'est-à-dire une phrase élaborée à partir de sa partie la moins mobile, la plus morte, comme il dit, qui est cette terminaison. C'est ce genre de phrase conclusive que l'on peut dire enserrée dans une chaîne de détermination qui en commande l'architecture jusqu'à l'étouffer. Ce que Gide souhaite dans son journal, tout en s'avouant incapable de le faire, c'est, dit-il, de commencer son plan préconçu sans trop savoir ce que je veux dire. Or, c'est justement ce que fait André Breton quand il écrit. Gracq compare alors la phrase de Breton à celle des surfeurs qui, je cite Gracq, dans une phrase un peu longue, avec les mouvements que vous le connaissez, les surfeurs qui se maintiennent portés en équilibre vertigineux sur une planche à la crête d'une vague jusqu'à l'écroulement final. Ici, il s'agit alors, dit-il, de se confier les yeux fermés à l'élan de vague soulevée qui emporte la phrase, à se maintenir coûte que coûte dans le fil, à se cramponner à la crinière d'écume avec un sentiment miraculeux de liberté, à la suivre partout où la mène, dans un dernier sursaut de vie, un influx privilégié de propulsion, en s'en remettant d'avance et sans plus y penser à sa propre souplesse et à son instinct de bon nageur pour émerger, le moment venu, au moindre dommage de la catastrophe finale. Il y a dans cette description plusieurs choses qui m'intéressent par rapport à notre sujet. Il parle de l'audace, voire la témérité qui consiste à se lancer, mais non sans une certaine assurance et qui nous est donnée par le mouvement auquel on se confie, comme il dit, les yeux fermés. Ça n'est pas là l'effet d'un mouvement absolument sûr, au contraire, même si les risques semblent en partie calculés. À ce mouvement d'audace succède une résolution constante qui nécessite, comme il dit, de se cramponner. Cette sorte d'instinct qui nous guide en consentant à abdiquer un autre genre de contrôle, celui de notre raison raisonnante et désincarnée. Le corps ici a bien ces raisons que la raison découvre au fur et à mesure qu'elle résonne, et en jouant sur les mots, qu'il fait le corps résonner en elle. Enfin, Gracq désigne ce qui va traverser tout ce mouvement et en être à l'origine et l'accompagner tout au long, la propulsion. La propulsion acquise dès le premier moment,
qui n'est alors nullement qualifié et peut se révéler de toutes sortes, peur, colère, passion, amoureuse, mais à coup sûr de nature émotive. Bien sûr, on prend plus ou moins facilement la parole. Pour certains, ce n'est pas un problème de parler sans y être préparé. Une forme d'habitude peut avoir une raison d'hésitation, de doute premier, encore une assurance que l'histoire personnelle de chacun peut expliquer, si bien que nous sommes inégaux en ces occasions. Mais nul n'est à l'abri d'un basculement lié à un trouble affectif, quelque chose qui perturbe la mécanique si bien huilée et brouille soudain l'organisation du discours. C'est ce qui arrive à l'écrivaine Siri Hustvedt lorsqu'elle raconte dans La femme qui tremble comment elle prend la parole après la mort de son père, un universitaire norvégien renommé, et comment elle avait, à la demande de ce dernier qui se savait mourir, préparé son éloge funèbre. Le moment venu, elle n'a pas pleuré, dit-il, elle a écrit et, aux funérailles, continue-t-elle, j'ai prononcé mon discours d'une voix ferme, sans larmes. 2 ans plus tard, elle prend à nouveau la parole en l'honneur de cet homme sur le campus de l'université. Elle pense alors à lui et à ses excellentes allocutions. Confiante et armée de fiches, raconte-t-elle, je parcourus du regard la 50aine d'amis et collègues de mon père qui s'étaient assemblés autour du sapin de Norvège commémoratif, me lançai dans ma première phrase et fus prise de tremblements violents à partir du coup. Tout le temps où elle parle, ces tremblements durent et ne cessent que lorsqu'elle a terminé. Le reste du récit, le reste du livre, va être consacré à l'élucidation de ce phénomène qui se reproduira à d'autres occasions et qu'elle ne comprendra jamais vraiment. Ce seul livre, d'ailleurs, pourrait être très intéressant à étudier pour nous. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'une part la soudaineté inexplicable de ce changement perturbant. Ainsi, une femme qui ne se vivait pas comme particulièrement émotive se met à trembler de façon inexplicable. Mais aussi, d'autre part, un détail que je n'ai pas mentionné, le fait que sa voix, en parlant, et chaque fois que le phénomène se reproduit, n'est en rien affectée. Dans la voix, précisément, me semble justement le siège des émotions, car elle est la présence du corps dans le signifiant. Lire un texte et l'entendre, ce n'est pas du tout la même chose, on le sait bien. L'attention ne se dirige pas de la même façon vers le sens. La voix incarne ce sens, elle le module, l'accentue, au contraire, l'escamote. Elle déplie ses potentialités enfouies, parfois dans le texte, auquel la lecture fait une confiance évasive. Le théâtre, de ce point de vue-là, est toujours une expérience très troublante. On a beau connaître parfaitement telle pièce de Shakespeare ou de Molière, c'est une nouvelle pièce que l'on voit et que l'on entend à chaque fois, parce que ces pièces sont portées par de nouveaux corps. Mais, sans entrer plus avant dans le cas spécifique du théâtre, intéressons-nous brièvement et pour finir à la lecture du texte à voix haute, ou même simplement à la voix de l'autre que j'entends au téléphone, au grain de sa voix, comme dit Barthes. Une très belle page dans Proust que j'aurais pu lire sur la voix au téléphone quand le narrateur écoute sa grand-mère, par exemple. Mais, par exemple, l'expérience bouleversante de l'enfant dans le film L'Incompris de Comencini, qui en écoutant la voix enregistrée de sa mère morte sur une bande magnétique conservée jalousement par son père dans une armoire, qu'il a effacée par mégarde, témoigne bien de l'extraordinaire puissance de l'évocation, c'est-à-dire de cette présence vocale précisément. Évoquer, c'est imaginer en chair et en os, par la force de l'esprit, certes, mais pour reprendre la belle définition cartésienne de l'imagination, par l'application de la faculté qui connaît du corps qui lui est intimement présent. La voix est un activateur d'imaginaire, un intermédiaire, comme un plectre ou un médiateur pour un instrument à cordes, mais aussi un intercesseur pour donner la parole au monde. Quand la voix disparaît, et en particulier la voix de quelqu'un que nous aimons, nous nous sentons comme amoindris, voire abandonnés. C'est l'effet de fading, décrit par Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux. Pour lui, d'ailleurs, la voix est toujours en instance de disparaître, car, dit-il, il appartient à la voix de mourir. La voix tend tout de suite à n'être qu'un souvenir. Et d'ajouter, c'est Barthes qui dit, cet être fantôme de la voix, c'est l'inflexion. L'inflexion en quoi se définit toute voix. C'est ce qui est en train de se taire, c'est ce grain sonore qui se désagrège et s'évanouit. Sans aller jusqu'à dire avec Barthes que la voix de l'être aimé, je ne la connais que morte, on peut néanmoins souscrire à l'idée qu'une voix est son propre passé.
qu'une voix, dirais-je, est le sillage d'un corps qui en marque le passage comme la fragrance d'un parfum. Alors, quand quelqu'un lit à haute voix, récite ou parle tout simplement, en écoutant ce qu'il nous dit, une autre temporalité advient qui semble doubler celle que nous l'entendons. D'un point de vue phénoménologique, la voix semble de prime abord affirmer une présence à soi, qui témoigne de l'intimité de la vie. Ce qui a toujours fait dire, écrit Derrida dans La foi et le phénomène, que la parole est vide. Supposons donc que le sujet parlant s'entende au présent. Certes, la voix est probablement, à la différence de l'image spéculaire de moi-même ou de l'expérience du touchant-touché, une auto-affection pure, en ce sens qu'elle ne rencontre aucun obstacle à son émission dans le monde, dit Derrida. Mais cela n'en fait pas pour autant l'équivalent de la transparence à soi de la conscience. Car dans la voix, cette présence à soi, si peu que ce soit différé. L'auto-affection comme opération de la voix, supposée, écrit Derrida, qu'une différence pure va diviser la présence à soi. Alors, cette différence-là est précisément ce qui trouble, brouille, opacifie la supposée pureté de la présence à soi de la conscience à travers la voix. Ou pour le dire encore comme Derrida, le présent vivant jaillit à partir de sa non-identité à soi et de la possibilité de la trace rétentionnelle. Il est toujours déjà une trace. Ou ce que j'ai désigné comme un sillage qui correspond à ce que l'on pourrait appeler le temps de parole, le temps qu'il faut pour parler et que le sens dépose dans le son de la voix. Et c'est là qu'intervient l'émotion comme cristallisation affective de la signification. Que je le dise avec appréhension, enthousiasme, colère, la voix qui prononce un mot, une phrase ne dit pas la même chose. Ainsi, quand je lis, que j'écris, que je parle, mon corps, si paisible me semble-t-il, est toujours à des degrés divers et parfois de façon quasi imperceptible, un corps en émoi. Merci. Merci d'avoir posé ta voix, Gilles, pour la fin de cette journée. Tu as un très bel exposé, je trouve sensible, juste, et puis qui propose une approche patiente, délicate et fine de ces expériences où se coordonnent discours et émotions, s'articulent. Est-ce que quelqu'un a des questions ici ou à distance? Alors, moi, je voulais te poser deux questions un peu ponctuelles pour approfondir un peu des choses sur lesquelles tu as ouvert. D'abord, est-ce que, du coup, tu dis très bien que dans l'acte d'écrire, même l'émotion passe dans la trace de l'écriture. Et est-ce que, du coup, peut-être pas de la même façon, mais est-ce que tu irais dans le même sens que les critiques que Heidegger a pu faire à la machine à écrire? Aujourd'hui, on pourrait le faire à l'ordinateur. Il y a tout un truc il y a toute une pensée sur la main. Derrida en a parlé. Mais est-ce que, du coup, pour toi, il y a une déperdition dans ce rapport à l'écriture avec les machines, ou est-ce que, au contraire, ça ouvre d'autres possibles aussi quant à l'émotion? Peut-être que ça permet aussi d'effacer sa première lame d'émotion qui, en fait, peut-être pourrait troubler la chose. Bon, je ne sais pas. Et ensuite, je reviens sur mon autre question, c'est sur la lecture. Je trouvais très intéressant l'idée que quand on lit un roman, les images ne nous viennent qu'à l'arrêt. Alors des fois d'ailleurs, ces arrêts, ils arrivent par l'émotion, enfin tu l'as dit. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a quand même pas dans certains textes, peut-être pas des romans au sens classique, mais justement dans la poésie, une lecture qui est quand même imageante en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas dans la versification quelque chose qui
impose une image au moment où on lit quand même. Bon, bref, c'est une question. Oui. Alors, c'est une deuxième question m'intéresse. Enfin, les deux m'intéressent beaucoup, mais la deuxième, c'est quelque chose que j'aurais peut-être à dire. Enfin, commençons par la première. Alors, non, moi, je ne fais pas une critique comme il est gros de la machine à écrire. Je sais qu'il parle de cela aussi, mais non, ça m'apparaît simplement des instruments différents qui ont des incidences différentes sur notre manière d'écrire. Je pense qu'il y a des vertus de la machine et là, maintenant de l'ordinateur, en particulier de l'ordinateur, parce que la machine à écrire, pour ceux qui ont connu la machine à écrire, il y a beaucoup d'inconvénients, qui étaient en particulier de devoir refaire la page très souvent si on l'avait raté et qu'il fallait être un parfait scribe en quelque sorte pour pouvoir accomplir. Moi, je crois que je suis dans les derniers à avoir fait ma thèse sur une machine à écrire, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas tapé moi-même, hein, j'en étais incapable, je faisais des fautes tout le temps. Donc je faisais taper par quelqu'un et c'était d'ailleurs assez frustrant, mais je ne pouvais pas faire une frappe complète et bonne, alors qu'avec un ordinateur, on le fait. Mais l'ordinateur, il a cette vertu, je trouve, de nous faire. Je me rappelle très bien qu'au départ des ordinateurs, on disait oui, mais on va faire du copier-coller, ça va tout changer, ça va être horrible. C'est absolument faux. L'ordinateur, enfin, il y a peut-être qui le font, mais l'ordinateur, au contraire, c'est un perfectionnement constant. On reprend tout le temps, on revient. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Je reviens tout le temps sur la page. C'est une façon d'affûter, d'affiner. C'est extraordinaire comme instrument. Et plus on a la disposition de la frappe qui permet tout d'un coup de se faire une idée de ce que peut être la chose écrite, même si ça n'est pas la chose écrite, on voit bien la différence. Et là aussi, j'aurais pu évoquer entre un manuscrit ou un tapuscrit, disons, et un livre. Si vous lisez des tapuscrits, qu'ensuite vous avez un livre en main, vous lisez absolument autre chose. Tous ceux qui en ont fait l'expérience, je crois, peuvent en convenir. C'est pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs, qui sont visuelles, qui sont aussi sociales, qui sont un environnement intellectuel dans lequel on se situe. Et donc, non, ces instruments sont tous différents. Moi, je savais que j'écrivais à la plume, moi, par exemple. Jusqu'à 23, 24 ans, j'écrivais à la plume. Bon, c'est concours en écrivant à la plume. Mon écriture a été transformée ensuite. Je n'ai plus écrit à la plume. Et c'était une façon de penser différente, d'accomplir quelque chose différemment. Quand je me suis mis avec des instruments comme le stylo Billy ou d'autres, que je n'adore pas non plus, mais qui ont permis une autre vélocité. Le crayon aussi. Enfin, oui, bon, je pense que sur tous ces instruments, on pourrait réfléchir longuement. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est déterminé à penser ou à écrire d'une certaine façon avec des instruments de ce genre. Donc, je ne condamne pas du tout la machine, ni la machine à écrire, ni l'ordinateur. Simplement, je vois qu'ils ont des propriétés, des qualités différentes à chaque fois. Alors, la main, oui, j'aurais pu en parler davantage, effectivement, mais là aussi, il y a la main à plume, la main à charrue, la main à machine, la main. Mais il y avait, dans ce que tu dis, en revanche, dans la deuxième question, il y a un aspect des choses que je n'ai pas dit, que j'aurais dû parler de ça, et c'est la poésie. Parce que le cas de la poésie est particulier, enfin, mes yeux, le cas de la poésie est particulier, parce que la poésie, en fait, produit en effet des images dans les lectures qu'on en fait, et même est soutenue par ces images. Mais je ne sais pas comment vous lisez la poésie, mais moi je sais que je lis de la poésie d'abord très rapidement, très vite. Je lis le recueil de vitesse pour comprendre la cadence, comment il est. J'en lis beaucoup et souvent, mais je dois comprendre comment ça marche, comme sa manière, enfin ça marche. Quelque chose comme un rythme. Puis après je reviens et je lis les poèmes les uns après les autres. Et là, en effet, tu as raison, il y a des images qui naissent de cette lecture. Et des images qui ne sont pas les mêmes du tout que celles que dans un roman, c'est vrai. Et c'est un cas intéressant et que j'aurais dû prendre en compte et qui rompt un peu avec ce que dit Sartre sur ce rapport à l'image et au texte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une réaction par rapport à ce bel exposé, mais le sujet du pays est difficile en fait de formuler des questions autres que très générales. Donc, pardonne-moi si la question que je te pose te semble trop générale, mais il me semblait qu'il y avait deux arrière-fonds théoriques dans ce que tu disais. Il y avait la référence à la phénoménologie et puis il y avait une référence un peu plus lacanienne autour de la question du signifiant. Et je me disais, c'est vrai que
ce qui est en comparaison de ce dont on a parlé ce matin, finalement, on a très peu parlé de langage. Tu as toute une théorie des émotions, une théorie du désir, etc. Et à aucun moment, on a admis qu'il fallait absolument qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que le langage s'articulait avec cette question de l'émotion. Et je me disais, mais au fond, pourquoi et en un certain sens, il me semble que les deux traditions, à la fois lacanienne et phénoménologique, rendent un peu impossible de s'interroger sur le lien qu'il y a entre l'émotion et le langage, parce que d'une perspective lacanienne, il y a davantage une sorte d'autonomisation et de primeur au fond du signifiant sur la manière. Excuse-moi, j'ai même pas une demi-seconde pensé à Lacan en faisant cette communication. Tu as employé le terme de signifiant. Alors, il n'est pas propriétaire du terme. Mais qu'on trouve chez Merleau-Ponty aussi. On trouve aussi chez les textes où je parle de signifiant, ça vient de Merleau-Ponty. Mais parce qu'il hérite de Saussure et Lacan aussi. Enfin, oui, mais justement, ils n'ont pas du tout la même lecture. C'est-à-dire qu'il y a cette idée chez Lacan qu'au bout du compte, l'émotion et le corps, c'est quoi ton secondaire par rapport au langage. Et dans la tradition philologique, c'est un peu l'inverse. C'est un peu de ça qu'a témoigné notre journée. C'est que on est dans une perspective où on se situe en quelque sorte dès le départ dans quelque chose d'infralangagier, avec l'idée que si le langage arrive, ce sera un peu de surpoids, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la question de l'émotion, elle est un peu au croisement des deux. C'est-à-dire que en phénoménologie, on a tendance à penser l'émotion sans le langage. Dans une approche psychanalytique, l'émotion comme dérivant, découlant par un codage du langage, et on n'arrive jamais à bien se saisir correctement du lieu, en fait, où ça doit se nouer. Et ce qui m'a frappé dans ton exposé, et que je trouvais très beau, c'est ton développement sur la question de la voix, en fait. Parce que la voix, au bout du compte, elle est elle-même comme un point de jonction. D'un certain côté, la voix, c'est du corps. Enfin bon, on l'entend, etc. Et c'est une vibration de l'air qui se passe dans la cage thoracique, ensuite voilà, ça fait vibrer les corps. Donc c'est vraiment du corps. Et en même temps, la voix, c'est pleinement du langage, et ça n'est que du langage sur son versant de la signification. Et ce que tu faisais sur l'espèce de jonction entre voix et émotion, enfin, le fait que la voix est animée par une émotion, la voix tremble, elle tremble d'émotion, etc., me frappait beaucoup, parce que c'est vraiment le lieu où on voit que, au fond, la question de l'émotion est une manière, non pas de concilier deux modèles, mais de montrer que ce sont deux manières abstraites de analyse, au fond, de séparation d'un phénomène unique qui est une sorte de, comment le dire, d'unité entre corps et langage, qui trouve, ou d'unité entre corps et signification, mais qui ne sont que deux versants abstraits de quelque chose d'unique que la voix fait véritablement sembler. Je vais dire autrement, ce que je dis n'est pas très clair, mais si la voix peut être le véhicule de l'émotion, être affectée par l'émotion, c'est que, en réalité, la question de l'émotion se trouve avant la distinction du corps et du langage. C'est quelque chose comme ça. Oui, et d'ailleurs, oui, tout à fait. Derrida, dans La voix et le phénomène, que je réalisais pour l'occasion, il évoque à un moment donné l'idée que on pourrait penser que tout d'un coup, la voix est transparence, la conscience transparente à elle-même. Et puis tout d'un coup, il dit non, c'est pas possible, c'est pas ça. Il y a du corps, il y a une opacité, il y a cette sorte d'épaisseur temporelle qui fait que le corps est là, qui se manifeste dans le signifiant. Et je crois que c'est ça qui est ce que Barthes appelle le grain de la voix, mais il y a quelque chose comme une présence, une présence du corps dans le signifiant qui est pour moi très phénoménologique, que je pense propre à nous intéresser ici au du corps en émoi. Et si je peux juste rebondir, et c'est vrai que du coup, la voix dans la lecture, enfin, paradoxalement, on semble un peu éloigné de la voix au sens propre dans la lecture, même dans une lecture muette, silencieuse, etc. Et justement, il me semble que c'est dans ces phénomènes-là qu'on le voit le mieux, parce que dans mon souvenir, c'est longtemps que je n'ai pas lu La voix et le phénomène, mais Derrida dit, effectivement, dans la voix, on a l'impression de transparence, parce que c'est là où l'auto-affection est la plus pure, parce que le rapport entre l'émission de son et l'ouïe semble se passer de médiation corporelle. Oui, exactement. Il y a un truc comme ça. Oui, et pour dire ensuite non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Mais justement, en un certain sens, je trouve que dans la lecture, alors même qu'il n'y a pas d'émission de voix, mais justement, il me semble que bon, mais ça c'est peut-être une impression, mais que la voix a plus de chair dans la lecture silencieuse
que justement dans la simple parole énoncée dans le monde, où justement on a cette impression d'auto-réflexion qui n'a pas eu en fait dans la lecture. Enfin, ce sont des impressions. Et pour réagir à ce que tu avais dit. Merci. J'aurais peut-être une question vraiment très, très spécifique en fait, sur l'exemple du bâton et du serpent. Est-ce qu'on peut considérer ce type de phénomène comme vraiment caractéristique de l'émotion ou bien tout simplement l'émotion crée un biais, ça je l'admets tout à fait, mais est-ce qu'on peut vraiment voir ce type de phénomène comme étant l'essence même ou la nature même du bouleversement émotionnel? Je dirais, je sais pas, vraiment c'est une question tout simplement là-dessus. Je dirais pas que c'est, non, peut-être pas l'essence même de l'émotion, mais je trouve que c'est un exemple extrêmement parlant parce que ce qu'il veut dire, c'est surtout le fait que le corps nous dispose à quelque chose, que cette émotion est inscrite dans ce corps. C'est parce que le corps, par rapport à la perception que j'ai des choses, c'est-à-dire que les deux sont liés, mais que c'est parce que j'ai une appréhension, c'est parce que je vois le bâton, c'est parce que j'ai cette appréhension que alors je vais voir le serpent à la place du bâton. Donc, ça me semble très caractéristique d'ailleurs, Sartre avait repris ça. C'est des choses qui l'ont frappé chez Alain. Cette façon de ne pas théoriser l'émotion in abstracto d'un point de vue purement psychique, mais de l'ancrer très radicalement dans les formes du corps. Parce que finalement, si on s'attend par exemple à voir un ami débarquer d'un train et qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble, on va aussi avoir tendance à effectuer ce même type d'appréhension sans apport émotionnel en quelque sorte. Ah si. Ah c'est toi. Si. Tout d'un coup, et puis là, je me suis trouvé. Mais vous avez cette espèce d'émotion, vous l'attendiez, et là, il y a une déception, mais quand même, on a c'est un bon exemple. Moi, je trouve qu'on a tout d'un coup, on a la même émotion face à ce sosie, en quelque sorte, qu'on aurait face à la personne vraie. On s'attendait à le voir, on voit cette personne avec joie, avec enthousiasme, et ça retombe parce que c'est pas lui. Moi, je vous dirais que si, c'est pas nous. Mais ça peut être quelqu'un qu'on revoit sans spécialement du plaisir. Ah non, mais c'est dans l'exemple que tu connais. Oui, par exemple. À la joie que tu as d'attendre quelqu'un, tu es content, et puis tu t'envoies là, je le revois, c'est sûr, et puis un coup, je vois quelqu'un. Bien sûr, mais c'est Aurélien. Non, mais je pensais simplement, par exemple, on est chauffeur de taxi, on a vu quelqu'un sur une photo. Et du coup, forcément, on va avoir tendance à interpréter la matière éthique qui se donne à partir d'une appréhension un peu prédéfinie a priori. Et là, on n'a aucune émotion. Oui, voilà. Le chauffeur n'a pas d'émotion, il est juste en reconnaissance. Voilà, tout à fait. Mais du coup, on aurait quand même ce phénomène. En fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, la peur en particulier va avoir cette tendance à rechercher de la menace partout. Une fois qu'on a vu un film d'horreur, en fait, c'est tous les éléments de la chambre deviennent des menaces, alors même que ce n'est pas la menace initiale. D'ailleurs, la menace, elle n'est pas palpable puisque c'est dans la télé. Mais finalement, le monde entier devient menaçant. On a une forme de totalisation. Et du coup, effectivement, on va chercher à avoir de la menace partout. Et du coup, forcément, le bâton va être serpent, etc. Mais enfin, c'était juste pour réfléchir là-dessus, effectivement. Mais l'idée, je pense qu'effectivement, la peur va créer de la menace, mais est-ce qu'elle est elle-même finalement nécessaire pour créer ce phénomène de pré-appréhension en quelque sorte? C'était juste là-dessus. Non, mais j'ai l'impression qu'on va être certain que la peur dépose sur les choses le caractère menaçant qu'elle s'attend à trouver. Et du coup, tout est plein de menaces. Déjà, est-ce que ça pourrait clarifier en disant, on pourrait dire que dans un monde de l'inquiétude, donc une ambiance de l'inquiétude inquiète, là, les choses peuvent se charger de ce sens menaçant, et la peur survient au moment où quelque chose apparaît vraiment menaçant, quoi. Une chose apparaît, mais du coup, c'est peut-être pas la peur qui constitue la menace, c'est peut-être plutôt
encore une fois, ce sentiment mondain, quoi, de tonalité. Oui, oui. Je sais pas. Oui, oui, mais ça vient de la peur quand même. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai peur que je m'attends à ce que le monde produise en moi des effets qui vont augmenter cette peur j'ai une forme de peur que je suis prédisposé à avoir peur en quelque sorte. Et du coup, tout ce qui va... Mais c'est bien, ouais. Oui. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Et alors après, inversement, je vais objectiver cette peur. Je veux dire que c'est des choses qui sont effrayantes. Voilà. Oui, mais c'est là, mais dans mon idée, ce monde de l'inquiétude, c'est justement cette peur préparée, qui est imminente, tu vois, et qui se cristallise après sur une chose qui, d'un seul coup, surgit. Alors, en fait, on pourrait avoir une forme on a une menace qui suscite la peur, et une fois qu'on est ensuite dans le sentiment ou la gestion de peur, on a ces menaces secondaires en quelque sorte qui sont cristallisées. Je ne sais pas, c'est une... Non, mais Si on a encore 3 minutes, j'ai l'impression que la manière dont toi tu essaies d'aborder le rapport entre l'émotion comme type de rapport au monde est en fait beaucoup plus subtil, pas au sens, mais très en deçà en fait du moment où ça se cristallise dans des choses aussi massives, par exemple que la peur. Et peut-être que c'est une distinction qu'il faut qu'on fasse pour nous-mêmes, parce que tu disais à un moment, tu donnais une définition, l'émotion, c'est une cristallisation affective de la signification. C'est une très, très belle définition, mais justement, on vit dans des significations qui sont infiniment plus subtiles que menaçant, attrayant, etc. etc. Et alors, soit on ne parle pas d'autre chose, soit on ne parle pas de la même chose, soit il faut trouver vraiment 2 mots, il y a l'émotion, oui, alors est-ce qu'il faut dire affect? Est-ce que par exemple, tu dirais plutôt, oui, le régime comme ça, très, très labile, très, très subtil, c'est plutôt l'affectivité, et les émotions sont des choses qui sont vraiment découpées, du type il y a la peur, la joie, etc. Et est-ce qu'il y a un continuum entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des différences de degrés, etc., ou vraiment des différences on ne parle pas de la même chose, ou est-ce que tu verrais les choses un peu différemment? Mais en fait, je pense que même les 4 catégories fondamentales que je développais ce matin peuvent admettre des formes, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire, j'aurais dû faire mieux, mais peuvent admettre des formes extrêmement variées en fonction de leur degré, en fonction de leur mélange, etc. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut ensuite constituer un continuum ou un spectre, on peut dire affectif, effectivement. Après, sur les mots, moi, j'avoue que j'ai pas trop de... On peut appeler tout ça des émotions. On peut appeler effectivement les émotions, ça serait lorsque c'est des formes marquées et très identifiables, et sinon on aurait plutôt des affects. Mais on peut tout à fait imaginer des formes de joie très subtiles, ce que Husserl décrit comme le Stimmung, avec cette joie qui perdure, qui persiste, qui passe à l'arrière-plan avec ces formes d'attentionnalité différentes. On aurait aussi, effectivement, on pourrait appeler ça une forme d'affectivité, qui serait plus une émotion massive, parce que forcément, c'est plus ce qui est au premier plan de la présence. Mais en même temps, ça resterait, je pense, compatible avec le cadre général, par exemple, de la joie. On resterait avec ces mêmes phénomènes de surmotivation, mais dans une forme d'attentionnalité différente. Je ne sais pas si... Après, effectivement, le terme de... Pour le séminaire Eros, vu que le terme c'était le sentiment, j'avais appelé le sentiment, c'est l'ensemble, j'avais appelé sentiment, c'est la vie dans la balance hédonique, c'est-à-dire soit il y a du plaisir, soit il y a du déplaisir. Et donc là, la réalisation d'un simple désir étant plaisante, il y avait sentiment, mais il n'y avait pas émotion encore. Donc, le sentiment serait plus général. Mais bon, après, c'est vraiment des découpages linguistiques qui sont un peu arbitraires. Je sais pas ce que j'en pense. Non, mais c'est vrai que j'éprouve aussi la pauvreté des catégories. C'est certain que, qu'en lisant Proust, on a tellement de plaisir, souvent, c'est que l'infini raffinement dans lequel il nous fait entrer pour conclure finalement à quelque chose qu'on peut identifier à la joie, la peur, la tristesse, etc., décapsule en quelque sorte ces formes figées et catégorielles dans lesquelles on enferme ces émotions parce qu'elles sont, disons, le point d'aboutissement de tant de complexes mouvements de l'âme ou du cœur, ou de ce qu'on veut appeler, je ne sais comment, qu'au bout du compte, bien sûr, on va mettre un mot dessus, mais qu'en réalité,
c'est tout ce mouvement-là qui est intéressant. C'est pour ça que quand tu as parlé ce matin, je pensais que plutôt d'ailleurs que de dire joie ou tristesse, c'était joyeux ou triste, qui est finalement qualifié ce mouvement, quoi. Mais qui n'interdit pas de penser que dans la tristesse, il y a une forme de joie, qu'il y a d'autres composantes, même presque contradictoires, avec ce qui va être appelé finalement tristesse. Et qui est en rapport avec l'extrême diversité des significations, justement. C'est ça, ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une expérience phénoménologique très intéressante, je vous raconte, parce que c'est un rapport parce qu'on est dans la discussion. Et j'ai reçu un SMS qui m'a énervé. Je ne dis pas tout qui peu importe, je ne dis pas pourquoi il m'a énervé, mais il m'a énervé pour des raisons subtiles de formulation. Et je suis sorti, je fais autre chose, je suis à la toilette, etc. Et quand je suis revenu, j'avais toujours l'affect un peu désagréable que ce SMS m'avait causé, mais je ne savais plus pourquoi je l'avais en fait. Parce que j'y pensais plus, parce que j'étais parti. Et je me suis dit, mais pourquoi faire? Et en fait, il a suffi que je déplie mon affect pour retrouver l'ensemble des significations. Et encore une fois, c'était très subtil, très fin, la raison pour laquelle j'avais été énervé, pour retrouver l'ensemble de ces significations. C'est pour ça que j'ai été frappé par ta formule, l'émotion comme cristallisation affective de la signification. Et en même temps, cet affect est absolument non identifiable autrement que comme étant le condensé affectif de l'ensemble de ces significations. C'est pas de la peur, pas de la colère. Alors on peut toujours dire, oui, en un sens, ça t'a mis en colère. Non, ça ne m'a pas mis en colère. Oui, ça m'a un peu énervé, mais au fond, ce n'est pas l'énervement qui a cristallisé l'affect. L'affect a cristallisé l'ensemble du sens en raison duquel ça m'a mis en colère. Mais l'affect n'était pas de la colère, en fait. C'est en ce sens-là que j'étais frappé par ta formule et que peut-être qu'il faudrait, ne serait-ce que d'un point de vue, je sais pas, pédagogique ou didactique, utiliser deux mots différents, en fait. Parce que inversement, une vraie colère telle que toi tu la penses, je ne peux pas dire que c'est une cristallisation affective de la signification, au sens où on pourrait toujours dire, oui, bah, c'est une cristallisation affective de là, par exemple, pour la peur de la signification menaçante. Mais ce n'est même pas au même sens que c'en est une cristallisation affective. Enfin, il me semble que là, il y a vraiment une différence. Mais Husserl utilisait les mêmes exemples sur l'irritabilité. Malheureusement, il ne développe pas beaucoup, mais effectivement, cette possibilité d'avoir une irritabilité initiale qui ensuite se transforme. Il utilise le terme d'affect avec un K, qui ressemble beaucoup à l'Ashtimung d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, il précise même cette possibilité qu'il demeure, cet affect, et s'il passe précisément à l'arrière-plan, il a la possibilité que son origine, finalement, se disparaisse et qu'ensuite, si on revient à lui, on se retrouve face à un affect désintentionnalisé en quelque sorte. Et ces analyses sont assez justes, je trouve. C'est autre confidence, parce que confidence. Je n'ai pas dit ce qui était le SMS, ce qu'il racontait, donc je ne vais pas aller très loin dans la question. Tout à l'heure, j'ai évoqué un film, le film de Comenchini, qui s'appelle L'Incompris. Je sais pas si c'est un film bouleversant. Moi, je ne peux pas le regarder sans être là. Et quand je l'ai évoqué là, j'ai senti que j'avais une émotion qui montait. Je me suis dit, non, ça va pas me prendre. Et la simple évocation de ce film, j'en ai raconté très peu, a fait en moi, produit en moi, et c'est la preuve pour moi que c'est vrai que tout ça, je sens bien qu'il y a des choses comme ça qui affectent la lecture, l'évocation, enfin, tout un ensemble de couches, couches qui font que en réalité, on est plus ou moins atteint pour eux, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je trouve que, comme tu disais, la voix, c'est vraiment un lieu très, très intéressant de nouage et originaire, parce que, en fait, quand on parle à des êtres chers comme ça, on ne se rend pas compte tout de suite, mais c'est vrai que c'est presque plus émouvant quand on entend la voix de quelqu'un qui a disparu, qui nous était cher, que de voir une image, et même peut-être plus émouvant encore qu'un film, etc. C'est vraiment l'évocation, l'évocation à la voix, mais l'évocation, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, quoi. C'est une incarnation, c'est une forme d'incarnation, mais pourtant, il n'y a pas de incarnation océanique. Ah oui, bien sûr. Tout à l'heure, à propos de les images apparaissaient à la nature, déversement, les pages d'affectifs.
personnel, parce que peut-être que quand vous voyez ces images, et je veux savoir en fait, parce que une stimulation qui s'appelle l'affectation, qui consiste en fait à se représenter l'image mentale. Je veux savoir ce que vous définissez par ces images, c'est quoi la forme de ces images? Les images dont je parle, c'est des images qui sont théoriquement suggérées par des mots, on prend des formes vraiment simples, qui décrivent, si on prend le mot classique, qui décrivent l'action dans une pièce, par exemple, ou dans un paysage. Chose que j'ai testé en breton, des photographies avec des descriptions, parce que pour eux, c'est pas intérêt. Mais quand on regarde le mot classique, c'est des descriptions. Ces descriptions sont censées évoquer chez le lecteur quelque chose qui une scène que nous sommes posés voir, en laquelle nous sommes posés imaginer les personnages évoluer. Ce sont des images, en fait, des personnes qui les descriptions sont là pour nous donner des images. Parfois pas du tout, parfois très peu, parfois le nombre de descriptions est tel qu'en fait elles brouillent les images que nous pourrions avoir. Parfois quelques traits suffisent pour faire comprendre de qui il s'agit, qu'est-ce que c'est. Les moyens sont multiples, mais en fait, quand même, dans le roman classique, il y a des personnages que nous imaginons. D'ailleurs, c'est pour évoquer le cinéma, on est parfois très déçus parce qu'on a imaginé des personnes de façon, puis on voit qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous ou d'autres, etc. Ça veut dire que nous avons quand même une perception, si vague soit-elle, des personnages du livre que nous avons lu. Et ça, les images auxquelles, dans un premier temps, on peut penser pas. Ça peut être encore une décor ou autre chose. C'est ça que je pense. Et en poésie, c'est encore autre chose, parce que la poésie, c'est vraiment les images sont produites par les mots, comme ça, notre choc de télescoper. Comment? On peut limiter. On peut limiter peut-être les mots. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, une sorte de. C'est presque musical, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans le rythme, dans la cadence, mais aussi dans la façon dont ils sont disposés dans la page. Genre, il y a l'image se crée, c'est des images qui sont abstraites peut-être, mais pas seulement. Elles ont une chair particulière. C'est compliqué à dire. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Juste pour revenir sur mon exemple que je trouve intéressant du passage là, au cinéma, justement, c'est qu'on a l'impression qu'un film ne trahit pas tant une vision qu'on s'était préfaite que l'indétermination même, le vague même dans la lecture. Il y a quelque chose, une potentialité qui est trahie presque en fait. Parfois ça marche. Ouais, des fois ça peut marcher. Mais parce que des fois c'est des films justement qui sont pas des enfin, tu vois ce que je veux dire, qui laissent ouvert en fait. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs aussi, c'est un peu différent, mais un théâtre dans un décor très brut, l'arte povera, tu vois, ça peut laisser cette latitude en fait. Parce que vous avez parlé du film déjà, et vous avez aussi parlé de la boîte téléphonique. Et quand vous avez commencé avec Hitler et l'écriture machine, je voudrais vous poser, peut-être c'est une question assez naïve, mais quand même, vous avez parlé de ce problème entre la phénoménologie et la signification. Et Hitler était vraiment, dans sa pensée, c'était vraiment un essai de débarrasser de tous les deux. Il n'y a plus de relevance du corps, il n'y a plus la relevance de signification. Ce qu'il faut regarder, c'est la technologie, les machines d'un point de vue assez matérialiste. C'est pourquoi ma question est un petit peu naïve, et pas vraiment dans un sens d'une émotion, mais aussi dans un sens de perception, par exemple, par le film. Et comment il faut, est-ce qu'il y a quelle importance à cette approche d'un certain point de vue matérialiste sur les machines dans votre approche? Par exemple, parce que vous avez aussi parlé de ce terme de rationner à conséquence. Comme on dit,
moment. Mais il y a aussi tous les autres phénomènes, comment on se racine la contingence quand on prend le téléphone, on utilise l'ordinateur. Par exemple, pour Kit, là, c'était toujours même un très bon exemple, aussi dans le gramophone. Les philosophes ont tous les jours parlé de la conscience. Et maintenant, quand on écoute une voix à la fin à le téléphone, c'est pas parce qu'il y a un sujet intelligent, un sujet avec une conscience là-bas, mais parce qu'il y a une ligne technique et il y a une fréquence qui est tenue tout le temps. Et si cette fréquence n'est pas là, on n'a que de perturbations et on ne comprend aucun mot, on ne parle plus avec un sujet, on parle avec une contingence technologique. Et voilà, c'est ça. Pourquoi on parle d'une conscience? C'est une fantaisie philosophique. Donc c'est toujours un peu provoquant, mais le point que je voudrais un petit peu évoquer, c'est quand on parle de film, quand on parle d'écrire sur l'ordinateur et utiliser un logiciel et des phénomènes comme ça, donc peut-être il y a certaines importances de ce point de vue très matérialiste. Peut-être, c'est ma question. Oui, parce que en fait, je n'ai pas fait une. Si j'ai évoqué Hitler, ce n'est pas pour parler de façon hitlérienne, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est quand même qu'il se soit intéressé à ces phénomènes. Pas pour en tirer la même conclusion que lui, pas du tout, mais parce que je pense qu'en effet, il n'est pas indifférent que l'on écrive à la plume, au stylo, sur une machine à écrire, et lui-même le dit par rapport à Nietzsche, il dit c'est à partir de ce moment-là que Nietzsche va écrire en aphorisme. Et écrire en aphorisme, c'est différent d'écrire de façon continue. Et c'est différent de le lire un texte continu. Donc, ça produit des effets mentaux, de conscience, qui sont, même si l'origine est matérielle, à analyser d'un point de vue phénoménologique, je trouve très intéressant. Et donc, c'est quand même une de ces personnes, et il n'y en a pas tant que ça, qui se sont intéressées mais il a scruté ça dans le détail, pour tirer des conclusions qui ne sont pas les miennes, mais que je trouve que son enquête est vraiment intéressante. Il a quitté après un certain temps de continuer dans ce point de vue. Quelles émotions sont là que rejoue le corps? Ce n'était pas du tout important pour lui. À cause de cet effet. Il y a des nouveaux phénomènes cognitifs à cause de la machine de futur ou par la télé. Par exemple, Voilà, merci beaucoup. On clôt là la journée. Oui, 19h, il est 19h02. Incroyable. Bravo aux intervenants et aux questions qui ont été respectées les délais. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour ceux qui reviennent. Donc bâtiment 6A. Bâtiment 6A, Amphi 5. Amphi 5. Alors, bâtiment 6A, il faudra quand même. Ou alors, sinon, on se rejoint avant. Il est là-bas. Vous savez où il est? Ouais, ok. Bon, bah alors, on essaie. Ce sera le seul qui est ouvert, de toute façon. Ok. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un agent de sécurité. Un agent spécial. Ouais. Comment? Amphi 5. C'est l'Amphi 5, ouais. Et il y aura le matériel pour alors, on a une caméra et un micro. Voilà, normalement, ça devrait. Oui. À Aurélien, il faut vraiment que je puisse diffuser quelque chose. Oui. Oui, bien sûr. Il y a un écran. C'est qu'on va essayer de retransmettre encore en hybride. On va faire pareil. Mais avec un autre dispositif, pas avec. Ça ne sera pas aussi à la pointe. Voilà. Tu voulais voir quoi? On va faire une pièce de buquet. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Tu ne seras pas là? Mais non, je ne peux pas. Je suis obligé de passer. En plus, c'est un truc qu'on ne peut pas voir ailleurs. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de temps, en fait, on peut en voir 1 minute sur un site japonais, etc. Mais sinon, c'est un truc que m'a transmis mon ami Frédéric Pouillot. Ah oui, Frédéric.
Bon, bah, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les derniers participants à distance. Et puis, donc, à demain pour ceux qui seront disponibles. Voilà, au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci. Hein. Ouais.